On a l'impression que finalement le politiquement correct c'est de clasher à tout va, d'être globalement malveillant mais sous couvert d'humour ou d'impertinence, hein, enfin en tout cas pour certains. On en voit des experts super scientifiques de la technologie de la NASA avec des méthodes de trucs révolutionnaires et hyper modernes. Les mecs, dans leur groupe, ils performent jamais, quoi. Pour moi, vraiment, l'élément caractéristique d'un entraîneur, c'est sa capacité à être sur le terrain. Mais si déjà je mets une paire de chaussures en étant persuadé qu'elle apporte un plus, est-ce que déjà je ne me suis pas conditionné déjà pour qu'elle m'apporte beaucoup plus ? Pendant longtemps, on nous a vendu une image un peu parfaite de l'influenceur qui fait du sport, qui mange sain, qui est très dans le développement personnel. Et suite à ça, du coup, tu as eu un courant un peu opposé. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Un lundi sur deux, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode très spécial puisqu'il s'agit du tout dernier de la saison 2. On va bientôt partir en vacances avec Fred, mais avant ça, on a décidé de faire un épisode FAQ afin de pouvoir répondre à toutes vos questions. Et pour nous accompagner dans cette démarche, on a fait appel à Lauriane qui est un peu l'animatrice attitrée des FAQ maintenant. Lauriane, comment vas-tu ? Salut les garçons, écoutez, ça va très bien, merci, et vous ? Écoute, ça va super. Il ne me reste plus qu'à présenter l'entraîneur préféré des Français, j'ai envie de dire. Il n'est pas encore parti sur une plage de sable fin, se dorer la pilule, un cocktail à la main. Il est là, il est présent pour ce dernier épisode. Fred, comment ça va ? Bonjour Lauriane, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Toujours un petit pincement quand c'est le dernier épisode de la saison, mais voilà, c'est juste recharger les batteries pour partir sur la prochaine. Bon, en tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de FAQ de l'été qui sent bon les vacances et qui sent bon le soleil. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle évidemment que Guillaume et Fred n'ont pas eu connaissance des questions en amont. On a sélectionné les questions avec Pierre-Emmanuel que je remercie d'ailleurs. Et cette fois-ci encore, ce que je vous propose, c'est qu'on découpe ces questions en 3 grandes thématiques. Donc la première, plutôt des questions relatives au podcast Dans la tête d'un coureur. Ensuite, des questions qui vont nous permettre d'apprendre à vous connaître encore un peu plus. Et pour finir, des questions d'ordre un petit peu plus général. Est-ce que c'est OK pour vous ? C'est parfait. Moi, ça me va très bien. C'est le rythme qu'on a pris. Ça marche plutôt bien. Alors, allons-y. Alors c'est parti. Donc première question sur le podcast qui est une question de Bono Bostono, un habitué des FAQ qu'on salue, et qui vous demande quels sont vos meilleurs souvenirs de cette saison. Alors moi, sans aucun doute, il y a beaucoup de bons souvenirs, mais sans aucun doute, mon meilleur souvenir, ça restera l'émission live à l'occasion du marathon de New York avec Stéphane Plaza et Emmanuel Vidal. Tout simplement parce qu'en fait, moi, je n'étais jamais allé à New York de ma vie. Donc, y aller la première fois à l'occasion du marathon de New York dans des conditions vraiment exceptionnelles, voilà, c'était un peu comme un rêve de gosse qui s'est réalisé. Donc, vraiment, pouvoir le faire avec mes camarades de l'aventure dans la tête d'un coureur, c'était vraiment génial. C'est vrai que New York, c'était une expérience incroyable. On est parti avec Fred et Pierre-Emmanuel en plein cœur de cette ville immense, assister aux coulisses du marathon de New York. Donc forcément, quand on est passionné de course à pied, je veux dire, c'était comme un gosse. Après, de toute façon, la saison 2, elle a commencé sur les chapeaux de roue. On est parti aussi à Chamonix, assister à l'UTMB. C'était aussi dingue. Cette course, elle est exceptionnelle. On a aussi fait Running Lyon avec le public lyonnais qui est extrêmement accueillant. On a passé un moment super. On a enchaîné avec les 20 km de Paris. On est parti à New York. On est parti à Addis Abeba en Éthiopie avec des auditeurs. On a couru la Great Ethiopian Run avec des dizaines de milliers de personnes dans les rues. C'était une expérience incroyable. On a rencontré les athlètes locaux. L'Éthiopie, c'est la capitale mondiale de la course à pied. Donc vivre ça avec des auditeurs, c'est exceptionnel. Donc voilà, le début de la saison 2 était incroyable et on est hyper reconnaissant d'avoir pu vivre tout ça. Après, malheureusement, les choses se sont un peu compliquées au mois de mars avec la crise sanitaire. C'est vrai qu'on avait des gros temps forts qui étaient prévus pour le marathon de Paris. On avait des projets sur le marathon de Berlin, sur Londres. On voulait aussi partir aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, tous ces projets sont tombés à l'eau et effectivement, on était hyper triste parce que voilà, c'était des choses qu'on avait prévues et ça a été dur de devoir y renoncer. Maintenant, voilà, il faut garder le positif. Il faut toujours être content de ce qu'on a plutôt qu'être triste de ce qu'on n'a pas eu. Ça, c'est la base. Et c'est dur de garder un seul souvenir de cette saison 2. Ouais, peut-être l'Éthiopie, New York. C'est vrai que c'était assez dingue. Bon, New York et l'Éthiopie.
Ensuite, j'ai une question de Cécile Duval, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, et qui, elle, se pose une question qui, je pense, reprend un petit peu le questionnement de tout le monde. Quoi de prévu pour la saison 3 ? Alors, quoi de prévu pour la saison 3 ? On va pas tout révéler maintenant, parce que l'idée, c'est de garder des surprises, mais on va quand même un petit peu teaser, histoire de donner envie aux gens de nous retrouver au mois de septembre. Alors, ça va déjà être des athlètes, des invités incroyables. On va mettre le paquet sur la saison 3 pour avoir des gens extraordinaires. Ensuite, des émissions qui vont être très thématiques course à pied pour permettre aux gens d'évoluer, de progresser, leur donner toutes les clés pour s'améliorer dans leur pratique. Mais pas seulement, on va aussi faire des émissions thématiques sur le mental, sur la psychologie, sur l'émotion aussi de la course à pied, parce que voilà, si on s'appelle Dans la tête d'un coureur, c'est pas pour rien. On veut pas seulement être un podcast de course à pied de technique, parce que l'humain nous intéresse énormément et on va développer ça. On l'a pu le faire avec l'Edge Doucouré, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. Donc voilà, et puis le site internet va beaucoup évoluer. On va dès cet été proposer des articles sur format texte avec des thématiques assez particulières. Alors vous allez voir, cet été, on va être beaucoup plus léger. C'est des articles à lire sur la plage. On s'est bien marré à les écrire, donc suivez ça de près. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir être un média à part entière en proposant de l'audio, du podcast comme on fait, mais aussi des textes, des articles écrits et de la vidéo qu'on va accentuer encore plus sur la prochaine saison. Donc voilà, vous allez pouvoir nous retrouver sur tous les formats possibles, audio, vidéo, texte. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Bon bah super, on a déjà hâte d'y être. Alors la grande nouveauté de cette saison, c'était quand même les plans d'entraînement. Et j'ai donc une question de Jumière qui demande si vous allez proposer des plans d'entraînement pour les compétitions. Alors effectivement, la saison 2 a marqué une évolution dans ce qu'on pouvait proposer, parce qu'on a mis à disposition un plan d'entraînement pour la reprise, après la période de confinement. Alors la question, elle s'est posée entre nous effectivement. Est-ce que nous allons proposer des plans d'entraînement pour les compétitions ? La réponse est claire, c'est oui. Mais par contre, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une réelle utilité aux plans qu'on va diffuser. C'est-à-dire qu'on pourrait diffuser des plans tels quels, mais en fait, on ne propose pas que des plans. C'est ce que nous avons fait dans le programme de reprise. Il y a les plans que je peux élaborer, mais aussi des podcasts, des e-books qu'on élabore avec Guillaume, tout un contenu enrichi qui va au-delà du simple plan et des séances à faire. Et le fait que ça puisse être en corrélation avec des compétitions, conditionne au fait qu'il y ait des compétitions. Et à l'heure actuelle, on est quand même dans une incertitude assez grande. Certaines sont toujours annoncées pour la rentrée. On espère qu'elles vont être maintenues et dans ce cas-là, on sera à même de proposer des choses. L'idée, c'est de les accompagner, de vivre ensemble, parce qu'au-delà du plan et des différents contenus dont j'ai parlé, il y a aussi la communauté des gens qui suivent nos programmes. On a créé une communauté et du coup, on essaye de la nourrir. Et pour qu'on la nourrisse intelligemment, faut que ça soit corrélé à une actualité réelle et pas simplement à échéance de 1 an ou 2. En tout cas, on avait des demandes sur les plans d'entraînement depuis les tout premiers épisodes du podcast. Je crois que c'est vraiment la demande la plus récurrente qu'on a de nos auditeurs, donc il fallait la prendre en compte. Et on est ravis aujourd'hui de pouvoir avoir des outils suffisamment performants pour proposer des solutions qui soient parfaitement adaptées aux besoins et personnalisées aux attentes et au niveau de chacun. Et en plus, ça nous permet de pouvoir financer le podcast de manière indépendante des marques. Comme ça, on peut garantir notre liberté éditoriale, parce que la liberté éditoriale, ça passe par la liberté économique. C'est le seul moyen de pouvoir financer la croissance du podcast, de qu'on puisse investir dans de nouveaux outils. Donc, si on veut continuer à faire les contenus qu'on aime, les contenus que vous aimez, et d'être totalement indépendant sur le choix de nos émissions, de nos invités, de pouvoir accepter que les projets qui apportent de la valeur, c'est vrai qu'on a à cœur avec Fred depuis le début de garder la totale indépendance et maîtrise de notre ligne éditoriale, de pas qu'on nous impose des choix pour financer la croissance du podcast. Et d'ailleurs, on a toujours eu à cœur de refuser, par exemple, les dotations des marques. Vous ne verrez jamais faire de stories sur Instagram pour remercier telle ou telle marque qui nous avait envoyé des chaussures ou du matériel. Voilà, on refuse systématiquement parce que malheureusement, dans la plupart des cas, rien n'est jamais vraiment gratuit. Donc pour garder cette liberté de ton, ça passe aussi par une santé économique saine.
C'est une question d'éthique aussi un peu. Pas forcément, parce qu'on n'a pas envie de s'autoproclamer en étant éthique, se mettre un peu sur un piédestal. Moi, j'ai du mal à comprendre ce mot-là de plus en plus. Aujourd'hui, je vois du gel douche, du dentifrice, du shampoing qui se revendiquent étant éthique. Alors, je pense qu'il y en a qui confondent positionnement marketing et idéologie ou conviction propre. Nous, ce qu'on veut, en fait, je pense tout simplement et de manière très honnête, c'est faire les contenus qu'on aime, des contenus qui nous plaisent. On est passionné, on est animé par la course à pied et on veut pas que ce soit parasité par d'autres choses. Et est-ce que c'est éthique ou pas? Je sais pas. En tout cas, nous, on va pas faire de jugement de valeur s'il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes motivations que nous et qui font d'autres choix. On va pas leur dire vous avez vu, vous n'êtes pas éthique. Non, chacun fait comme il a envie de faire. Il faut pas avoir de jugement de valeur par rapport à ça. Et après, être que dans la chasse à l'audience, c'est pas une bonne chose non plus, parce que sinon tu peux te retrouver à faire des top 10 des erreurs en course à pied. C'est pas le type de contenu qu'on veut produire non plus. Donc, bénéficier aussi de revenus d'opérations qu'on peut faire avec les marques, c'est intéressant aussi pour ça, pour ne pas être dépendant que de la croissance au niveau de l'audience. Chaque élément est important. La clé, c'est le bon dosage pour pouvoir garantir ta liberté éditoriale et pas être dépendant d'une seule source plutôt qu'une autre. Ok, bon, très clair. Alors, prochaine question de Kev Kados, je ne sais pas, qui nous dit donc qu'il adore votre podcast, mais question, envisagez-vous d'être plus politiquement incorrect en saison 3? Ça, en fait, je comprends cette question. Je pense qu'on est à l'heure des réseaux sociaux où j'ai l'impression en tout cas que c'est un peu l'ère du clash, où faut des fois être taquin, des fois être un peu rentre dedans, être aussi très partisan. C'est-à-dire d'être de l'opinion, parce que c'est ce qui fait réagir, c'est pour ça que les gens commentent, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, ça crée du reach. Moi, c'est vrai que j'ai une vision journalistique qui est une vision peut-être qui date d'un autre temps. Je suis pas très vieux, mais où la neutralité était importante. C'est-à-dire, on devait donner les informations, les pour, les contre, et laisser l'auditeur, le spectateur, le lecteur se faire sa propre opinion. Donc, effectivement, cette démarche, elle peut sembler politiquement correcte, et les gens peuvent peut-être des fois dire vous faites pas assez de clash ou ce genre de choses. C'est pas c'est pas ce vers quoi on veut aller. On veut rester, on veut pas être polémique. Voilà. Et puis c'est peut-être ça aujourd'hui d'être politiquement incorrect. C'est peut-être ça. C'est peut-être le fait de vouloir pas être polémique. Je sais pas. Ce que t'en penses, Fred, toi? Disons que je partage ton avis, parce qu'à l'heure des réseaux sociaux et de tous les médias qui se développent via ces supports, on a l'impression que finalement le politiquement correct, c'est de clasher à tout va, d'être globalement malveillant, mais sous couvert d'humour ou d'impertinence, hein, enfin en tout cas pour certains. Clairement, alors moi, c'est pas mon positionnement, mais aussi d'une manière assez naturelle, parce que moi, dans le cadre du podcast, je partage une expertise qui est mon expertise d'entraîneur, que j'ai construite à travers des rencontres, à travers une pratique de terrain, que je n'ai pas construite en différenciation vis-à-vis d'autres pratiques d'entraînement. C'est-à-dire, donc, par exemple, si on prend moi, les interventions que je peux avoir, je ne dirais pas que telle ou telle manière, par exemple, d'entraîner est totalement absurde et idiote, parce que je suis assez intelligent, je pense, pour savoir qu'il n'y a pas une seule et unique manière d'entraîner. J'ai la mienne, qui porte les résultats avec les athlètes que j'entraîne. D'autres entraîneurs appliquent des théories un peu différentes et réussissent également. D'autres ne réussissent pas, mais on sait que tout ça, enfin, je veux dire, personne n'a une formule magique. Donc, voilà, il faut aussi être un peu réaliste de ces situations-là. Et je pense que si on veut donner des conseils, on ne peut les donner qu'avec bienveillance et dans l'idée de ne pas se construire contre quelqu'un ou contre des communautés ou contre tel ou tel type de principe. Voilà, je suis dans le podcast et dans les conseils que je donne comme je suis dans ma fonction d'entraîneur et au quotidien. Donc il n'y aurait aucune raison que je me donne un rôle entre guillemets impertinent, provocateur, parce que en plus globalement c'est pas ma manière d'être. Donc voilà, venir derrière le micro pour jouer un rôle qui n'est pas le mien, je pense que ça serait pas intéressant.
Mais c'est assez curieux de voir comment les réseaux sociaux impactent la perception des gens. Et tu vois, même je prends sur Instagram, c'est un constat que je faisais récemment avec les influenceurs et les influenceuses fitness. Pendant longtemps, on nous a vendu une image un peu parfaite de l'influenceur qui fait du sport, qui mange sain, qui est très dans le développement personnel. Et suite à ça, du coup, tu as eu un courant un peu opposé où on va mettre en avant ses bourrelets, on va faire une story, on va exagérer. Ah, vous avez vu, je suis pas coiffé, vous avez vu, voilà, limite, on va vous emmener, je sais pas, dans l'intimité très profonde. Mais finalement, est-ce que t'es pas un peu aliéné? Est-ce que tu réponds pas à des codes? Et je pense que la vérité, elle est au milieu. Ça sert à rien de vouloir montrer qu'on est parfait ou parfaite. Ça sert à rien de vouloir montrer aussi qu'on s'assume totalement et qu'on n'a aucun complexe. C'est pour ça que c'est important de rester vraiment toi-même. Moi, si j'ai pris 3-4 kilos pendant le confinement et que je suis pas à l'aise avec mon corps, je vais pas faire semblant que je suis à l'aise et que j'assume mes bourrelets. Non, si je les vis pas bien, je les vis pas bien. Je fais du sport et je change et j'essaie d'être en phase avec mes... Tu vois, donc... ça trouble, ça fausse les cartes, je trouve, des fois. Il faut être vigilant par rapport à ça. Deuxième partie, on va rentrer dans le vif du sujet. Guillaume, Fred, première question de Karkitopoulos. Karkitopos, Joker. On peut pas trouver des noms simples sur Instagram parce que Pensez à moi. c'est vrai qu'il y a toujours des noms un peu particuliers. Oui, vous êtes créatifs, hein, mais c'est pas forcément les plus simples Bon, à prononcer. Donc désolé si on les écorche. alors, quel est l'objectif ultime de votre vie de sportif? Fred. Tu as 5 heures. Alors moi je dirais que ma vie de sportif étant derrière moi, je n'ai plus vraiment d'objectif ultime. Là, mon seul objectif est de continuer à courir pour me faire plaisir, de me maintenir en forme parce que c'est voilà, la course à pied. Comme je l'ai déjà expliqué, je la pratique depuis que j'ai 15 ans, donc il y a une petite trentaine d'années maintenant. Donc c'est inscrit dans mon quotidien et c'est quelque chose d'essentiel à ma vie. Donc je dirais pas qu'il y a un objectif ultime lié par exemple à un certain type de compétition ou à un certain chrono. Voilà, cette page-là, entre guillemets, est pour moi tournée. Voilà, après un petit objectif, j'en avais déjà parlé, pourrait être si j'arrivais à dégager assez de temps pour vraiment me préparer, certainement un jour tenter un 100 km. C'est une expérience qui voilà, juste pour me dire un jour je l'ai fait, voilà, ça pourrait être, je qualifierais pas ça d'objectif ultime, mais ça pourrait être un objectif assez intéressant pour que je me remette sérieusement à m'entraîner. Voilà, tout simplement. Bon, bah ce jour-là, on sera là en tout cas. L'objectif ultime, non, moi, c'est... ça a vachement évolué, mais aujourd'hui, ça va être assez simple. Je pense que ça va être la durée. Ça veut dire pouvoir continuer à courir, même à 80. Tu vois, un peu comme Alan Mimoun qui courait, je crois, jusqu'à la fin de sa vie. Quoi. Jusqu'à la fin de au moins 30 minutes par jour. Au moins 30 minutes par jour. Donc voilà, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir voilà, courir et prendre du plaisir et jamais raccrocher les baskets. Et ça, je pense qu'il faut mettre le plaisir au centre. C'est extrêmement important si on veut durer. Pas vraiment être motivé ou challenger que par des performances. Et voilà, avoir vraiment un but, parce que le but, c'est hyper important. Hein. C'est même plus important que la vitesse, les chronos, quoi que ce soit, parce que si tu vas très très vite, mais finalement, tu peux aller nulle part. Donc, c'est voilà, savoir pourquoi on fait les choses, quel bénéfice ça nous apporte et pouvoir faire ça dans la durée. Bon, bah il nous reste encore environ une 50aine d'années de course à pied alors. J'espère. Accrochons-nous. Prochaine question de Jérém City Run. Quel modèle de chaussures utilisez-vous pour courir? Ça, c'est une question. Moi, je sais pas, toi, Fred, mais on me l'envoie souvent en privé sur les réseaux sociaux. Ah, Guillaume, tu utilises quoi pour courir? Moi, je suis toujours hyper mal à l'aise à répondre à cette question-là. En fait, je sais pas c'est quoi le but de cette question. Est-ce que c'est parce que la personne, elle cherche une paire de chaussures et elle se dit, tiens, finalement, la chaussure qu'utilise Fred ou la chaussure qu'utilise Guillaume, ça doit être la meilleure chaussure parce qu'ils s'y connaissent ou quoi que ce soit. Alors déjà, moi, je suis pas forcément le grand spécialiste des chaussures. Même des athlètes de haut niveau, savent pas forcément conseiller. Ils savent ce qui est bon pour eux, mais pas forcément conseiller aux chaussures de manière générale. Et du coup, moi, je suis mal à l'aise par rapport à ça parce que je pense qu'une chaussure, c'est vraiment quelque chose qui doit être personnel, correspondre aux attentes de chacun et que tu peux pas transposer. Donc, j'ai pas envie d'influencer une personne sur une chaussure qui m'est utile. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on n'en parle pas forcément. Toi, Fred, je sais pas c'est quoi ta vision sur ça, mais... Moi, je partage ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'en fait, on va nous demander quel type de modèle on porte, quelle marque, mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait derrière?
parce que c'est vraiment très personnel. On le sait, chaque marque a déjà son type de chaussant, donc il faut avoir un pied qui est fait à telle ou telle marque. Et puis après, on a des modèles qui conviennent plus ou moins. Et puis, c'est tellement lié à nos caractéristiques physiques, biomécaniques, comme le dit Guillaume, ce qui peut nous convenir à nous pourrait totalement pas convenir aux autres. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, on l'avait déjà évoqué, on ne souhaite pas faire du testing, notamment chaussures, parce que voilà, moi je veux vous dire, tel type de chaussure, elle est bien, elle renvoie bien, tatati, tatata, ça sera qu'un avis personnel. Et en plus, un avis personnel qui sera éminemment subjectif et influencé par la chaussure même. Si je prends un dernier modèle qui est sorti, qui a fait beaucoup polémique sur le gain que ça pourrait apporter, j'ai souvent cette discussion-là avec les gens qui disent que si, ça apporte. Mais si déjà je mets une paire de chaussures en étant persuadé qu'elle apporte un plus, est-ce que déjà je ne me suis pas conditionné déjà pour qu'elle m'apporte beaucoup plus, au-delà des effets vraiment mécaniques qui puissent être prouvés. Donc, c'est assez délicat, voilà, de dire moi je porte tel modèle. Souvent, moi je suis comme beaucoup de coureurs. Il y a des modèles que j'ai identifiés il y a un certain nombre d'années et souvent je suis les évolutions parce que finalement quand je trouve un modèle qui me convient, bah voilà. On est dans des formes de routine, de rituels, donc on reste dedans une fois qu'on a trouvé le bon chaussant. Mais je ne sais même pas si c'est une bonne chose de faire ça, hein, honnêtement, parce que les chaussures aujourd'hui elles évoluent énormément. Alors moi je vais donner l'exemple, je cours avec des Pegasus, c'est vrai, mais pourquoi je cours avec des Pegasus? Parce qu'à la base, quand j'ai commencé à courir, donc il y a une dizaine d'années, j'avais un ami qui les avait achetés et c'était pas la bonne taille. Il les avait achetés sur internet, il n'avait pas envie de les rendre, donc il me les a revendus. Et en fait, c'est ça qui a fait qu'au fil des années, j'ai compris. Mais est-ce que c'est vraiment la chaussure qui me correspond tu vois, j'ai pas jamais vraiment fait cette recherche-là. Donc d'ailleurs, ça va être un sujet, je pense, dans la saison 3, parce qu'on va vraiment s'intéresser à quelles questions on doit se poser quand on achète une chaussure, sur quels critères on doit se baser, objectif. Donc ça, travailler sur ce fond-là, peut-être avec un podologue, avec un spécialiste, c'est quelque chose qu'on va faire pour donner aux gens les clés. Pas vous dire, voilà, c'est ce modèle-là qu'il faut acheter, mais plutôt, c'est ces questions-là que vous devez vous poser quand vous achetez votre chaussure. Donc voilà. Et honnêtement, moi, je suis pas vendeur de chaussures, donc je pense pas être avoir les. Et je suis pas podologue, donc voilà, je suis pas légitime. C'est pas que je suis pas légitime, mais j'ai pas forcément les bons outils pour me décider. Mais on va travailler sur cette question-là, je pense, Fred, dans les prochains. Disons que c'est une question intéressante et fondamentale finalement. Voilà, moi depuis que j'ai commencé la course à pied, je pense avoir quasiment porté toutes les marques, mais quasiment toutes, sauf celles qui sont sorties vraiment durant les 5 dernières années. Mais j'ai dû porter sincèrement au moins 7-8 marques différentes. J'ai même eu une chaussure qui n'est plus du tout dans le monde de la course à pied, une paire de coques sportifs. Quand j'ai vraiment commencé l'athlétisme, ça veut dire que j'ai vraiment porté toutes les marques. Et il n'y en a aucune dont je peux dire cette chaussure est mauvaise et blesse. Voilà. Après, il y en a qui m'ont mieux convenu, mais aussi, voilà, ça dépend de tellement de facteurs que c'est difficile de répondre concrètement. Mais on va s'intéresser à ce sujet. Sinon, l'alternative, c'est de faire comme moi et de les acheter parce qu'elles vous plaisent, parce qu'elles sont jolies. Le critère physique. C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup qui font ça, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. Alors, prochaine question de Colin Tree. Guillaume, quel chrono visais-tu sur marathon et vas-tu le refaire ? Ah Roulement de tambour. Alors, quel chrono je visais sur marathon? Alors ça, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux notamment. J'avais pas d'objectif, c'était pas un but ultime de faire un chrono sur ce marathon-là, j'en ai déjà parlé. Je pense que le marathon, il faut faire preuve d'humilité, surtout quand c'est ton premier, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et je voulais pas... que le chrono soit est-ce que j'ai réussi ou pas mon expérience. Pour moi, vraiment, c'était la préparation, me mettre dedans et vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Et c'est ça qui allait déterminer si mon expérience marathon était la bonne. Donc pour moi, c'était vraiment un enjeu de préparation. Alors oui, effectivement, quand tu prépares un marathon, tu es obligé de t'entraîner sur des allures. C'est le cas. Ça, je ne le nie pas. Donc moi, mes allures, c'était 3 minutes 3 minutes 45 au kilomètre. Ensuite, est-ce que je vais le refaire? Oui, j'ai envie de le refaire, mais s'il y a quelque chose que j'ai appris dans cette préparation que j'ai adoré, franchement j'ai adoré ma prépa marathon, c'était génial. Je suis quasiment allé au bout parce qu'il me manquait 3 semaines, mais avec l'affûtage, voilà. J'ai fait 80% de cette prépa et j'ai adoré ça, mais surtout j'ai adoré
vivre ça avec mon partenaire d'entraînement. Et je pense vraiment que le marathon, c'est avant tout une aventure humaine. Et il faut vraiment trouver le bon partenaire. C'est-à-dire, il faut vraiment trouver la personne qui va être fiable, la personne qui va vous soutenir aussi, pas qui va essayer de vous allumer dès que vous allez avoir un petit moment de faiblesse, mais au contraire, qui va des fois savoir faire preuve de sacrifice. Parce que on sait très bien que dans une préparation, il y a des jours où on va être avec, des jours où on va être sans. Et pouvoir avoir quelqu'un qui va nous tirer vers le haut et nous soutenir, et nous aussi, on va pouvoir faire pareil quand lui il sera plus bas. Donc il y a vraiment cette complicité qui est hyper importante. Et tout ce que je retiens de ma préparation, c'est une aventure humaine. Donc, est-ce que mon partenaire d'entraînement sera disponible? Est-ce que je vais trouver aussi un bon groupe? Ça va être l'humain qui va être décisif. Mais je ne sais pas encore aujourd'hui si je vais faire, par exemple, le marathon est reporté au mois de novembre, je crois, à Paris. Je ne sais pas si je ferai celui-là, si je ferai celui d'avril, si ce sera un autre encore. Ça va dépendre de l'aventure humaine. Voilà, c'est ça qui va être mon critère de choix. Ok, bon, affaire à suivre. Dernière question de cette partie, une question de Swazig GRVS. Il y a trop de consonnes pour que je dise tout d'un coup. Où peut-on vous rencontrer en vrai ? Dans la rue? Non. Déjà à l'occasion des lives, alors c'est vrai que comme le disait Guillaume, on avait prévu d'évoluer sur beaucoup plus de présence de terrain et pas qu'en région Île-de-France évidemment. Après la pandémie qui a touché, je vais dire notre pays, mais le monde entier, fait que pour l'instant, ces projets-là sont vraiment en stand-by. Je pense que tout le monde le comprend. On espère qu'on pourra reprendre assez rapidement parce que ça a été vraiment des chouettes expériences. Guillaume en parlait tout à l'heure et moi également, que ce soit l'UTMB, Lyon, les 20 km de Paris, New York. Tous les endroits où nous avons pu nous rendre, nous avons rencontré énormément de monde et on était vraiment contents. L'idée aurait été de pouvoir un peu plus explorer déjà le territoire hexagonal. Voilà. Après, je ne sais pas où est Soisic. D'après le prénom, alors je pense qu'on se situe vers la Bretagne. C'est possible. Alors, moi, je serais ravi de rendre une visite à nos amis coureurs bretons. Donc, on répondra aux invitations si elles arrivent. Et puis voilà, souvent on reçoit des petits messages des personnes qui sont de passage sur Paris et qui nous disent tiens, je suis de passage sur Paris, est-ce qu'on pourrait se croiser? Voilà, moi des fois il m'arrive de proposer de se joindre à un entraînement, mais après évidemment je pourrais pas le faire avec 500 personnes, mais l'idée c'est qu'on puisse reprendre les lives et se croiser, et puis sinon on va dire que la vie fera le reste, et si on est destiné à se croiser, on se croisera. Allez, dernière partie de ce FAQ, donc les questions plus génériques, et première question de Mathia Coste. En dehors des certificats médicaux pour les compétitions, y a-t-il encore un intérêt à prendre une licence d'athlétisme ? Alors ça c'est une bonne question, mais déjà je vais préciser que la licence ne fournit pas le certificat médical, hein. Il faut fournir le certificat médical pour prendre une licence. Par contre, la législation française a évolué, donc maintenant on ne présente un certificat médical que tous les 3 ans. Lorsqu'on renouvelle sa licence, on a un petit questionnaire de santé qu'on remplit chaque année pour dire qu'on n'a pas eu de pépins. Voilà, c'est une déclaration sur honneur. Donc on estime que un certificat médical est valable 3 ans. Donc du coup, à chaque fois qu'on s'inscrit à une course, on présente juste la licence ou une copie de la licence et ça suffit. Et alors ça c'était un peu petit pour le point Fred, technique. Vas-y. Parce que je ne suis pas forcément au courant de la législation, mais je pense que tu l'es plus que moi. Mais du coup, est-ce que pour s'inscrire à une compétition, parce que je pense que la question vient de là, c'est que quand tu t'inscris à une compétition, il faut un certificat de moins de 3 mois. Du coup, si tu as une licence, tu n'as pas besoin de refaire tous les 3 mois un certificat médical. Mais est-ce que ton certificat médical est valable 3 ans maintenant sur une compétition ? Non, justement, c'est juste dans le cadre d'une licence fédérale, en tout cas pour le sport qui nous concerne d'athlétisme, que le certificat médical sera valable 3 ans. Les différents organisateurs peuvent avoir différentes exigences, et notamment celle des 3 mois. Alors après, pour répondre plus concrètement à la question, mais à part rejoindre un club, si on attend, je vais le dire assez directement, si on attend quelque chose au niveau fédéral sur notre pratique, la licence ne va pas servir à grand chose. La licence, elle va vous permettre de vous inscrire à des courses sans fournir un certificat médical et d'avoir accès à un club. Alors après, il s'agira de bien choisir le club pour avoir l'encadrement et le groupe adapté à ce qu'on recherche et à nos ambitions.
Mais après, en termes de vie fédérale, très concrètement, voilà, on peut déplorer, en tout cas moi, c'est un peu l'avis que j'ai sur cette question-là, notamment que la fédération peut-être ne développe pas assez d'accompagnement, et on l'a encore vu dans la crise qu'on a traversée. En tout cas, moi, c'est un sentiment que j'ai, que finalement, on n'a pas été très présent. Les problématiques liées au sport, on a beaucoup parlé du foot notamment, des sports de contact. Et en fait, finalement, la course à pied, l'athlétisme a été un peu... Voilà, on a peu vu nos responsables fédéraux présents sur cette question, alors que, je le rappelle, on est quand même le premier sport olympique. Voilà, on a vu l'importance de la course à pied dans la période de confinement, mais finalement, on avait l'impression que tout ce sport-là se situait en dehors d'un cadre qui est le cadre de la Fédération française d'athlétisme. Donc, très honnêtement, si je devais répondre un peu de manière abrupte, et du coup ça va faire écho peut-être à la question sur le politiquement correct ou incorrect, je risque pas de me faire que des amis avec la réponse que je vais donner, mais à part le fait d'être dans un club, et là il faut évidemment bien le choisir, l'intérêt de la licence au niveau de l'apport fédéral est vraiment très restreint. Ouais. Moi, j'en ai un peu marre aussi. Je vais pas dire de défendre systématiquement la Fédé d'athlé, parce que je sais les contraintes, je suis pas à leur place, je sais toutes les difficultés que tu peux avoir dans le milieu fédéral que tu peux rencontrer. Après, j'ai quand même de plus en plus l'impression qu'il y a une déconnexion entre le terrain, le réel, et la fédération, en fait. J'ai vraiment l'impression que tout le système fédéral, il repose sur les entraîneurs qui font un travail fabuleux, mais je ne sais pas les outils qu'ils ont aujourd'hui ou qui est mis à leur disposition par la Fédé. Je pense que ce ne sont pas très nombreux. Moi, quand j'étais en club, je suis encore en club, on se battait des fois pour avoir des stages, on se battait pour avoir un encadrement ou le souci financier, où on nous explique que finalement, il y a toujours un manque de moyens. Je pense que des initiatives comme la nôtre, où nous, on a commencé le podcast, on avait très très peu de moyens au départ, on a réussi à créer quelque chose et on a réussi à faire émerger. Donc, je pense que si tu as l'envie, tu as la volonté, tu as la motivation, c'est pas du tout une excuse, le manque de moyens. Au contraire, ça peut développer la créativité. Donc, voilà, tu vois, je te donne un exemple. Nous, on n'a jamais eu de contact aujourd'hui avec la Fédé d'athlétisme. Dans le cadre du podcast, je veux dire, alors qu'on est beaucoup plus en lien avec la Fédé de triathlon, par exemple. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Parce que la Fédé de triathlon est beaucoup plus proactive par rapport à des initiatives comme la nôtre, pas seulement qu'avec nous, avec d'autres personnes qui créent du contenu, ils sont proactifs. Et moi, ça me fait un peu de la peine de me dire aujourd'hui que j'échange beaucoup plus et j'ai beaucoup plus de liens étroits avec la Fédé de tri qu'avec la Fédé d'athlé, quoi. Parce que moi, là-bas, je suis un licencié d'athlétisme. Donc voilà, j'espère que les choses vont évoluer. Je sais qu'il faut du temps. En tout cas, nous, on est à l'écoute. Mais pour l'instant, c'est déceptif. C'est déceptif. Bon. Prochaine question, qui est une question Ironman, posée par Pocharon. Je vous la pose. J'ai 19 ans et je rêve de faire un Ironman. J'ai déjà couru un marathon, mais je n'ai pas encore d'expérience en vélo ni en natation. Pensez-vous que ce soit envisageable de me lancer ? C'est vachement dur d'avoir un avis sur ça. Alors c'est dur parce qu'en plus on a très peu d'éléments. On a très peu d'éléments, notamment sur son passé de sportif. À part qu'il a déjà couru un marathon, mais on ne sait pas dans quel temps, on ne sait pas les moyens qu'il a pu y mettre. Donc dans l'absolu, si on raisonne, mais vraiment dans l'absolu très général, à 19 ans se lancer dans un Ironman, oui c'est envisageable, mais c'est envisageable suivant le profil. Si Pocharon a fait son marathon en faisant que 2 séances ou 3 séances par semaine et juste pour être finisher en 4h, 4h30 ou beaucoup plus, c'est peut-être pas raisonnable de tout de suite se dire que je vais me lancer sur Ironman, surtout qu'il indique bien que niveau natation et vélo, il n'a pas forcément d'expérience. Après, savoir ce qu'il appelle de l'expérience, si c'est en compétition ou si c'est de la pratique. Mais si, par exemple, Pocharon, à l'inverse, a déjà le marathon qu'il a fait, il l'a couru en moins de 3 heures en s'entraînant 4-5 fois par semaine, et qu'il a une certaine implication et que, par ailleurs, il fait quand même du vélo et de la natation, on pourrait considérer que c'est un peu plus raisonnable. En fait, c'est très compliqué de répondre à ce type de questions avec si peu d'éléments et sans connaître la personne, en fait. Ça, c'est des choses qu'on a fréquemment avec Guillaume, des gens qui nous envoient aussi des messages pour donner, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour ci, pour ça.
Moi, très honnêtement, voilà, quand je suis en capacité d'accompagner un athlète, c'est parce que je le connais, je le vois faire, entre guillemets, j'identifie ses points d'amélioration et ses points forts. Et c'est évidemment pas en 4 lignes, dites comme ça, qu'on pourrait tirer une conclusion et dire, bah oui, c'est faisable parce que quand on veut, on le peut. Oui, quand on veut, on le peut, mais quand on veut, on le peut, du moment qu'on soit prêt à faire ce qu'il faut pour et suivant le délai qui se donne. Parce que de la même manière, est-ce que c'est envisageable de se lancer, mais se lancer à quel horizon? Si là, il a 19 ans, il se dit, mais moi, c'est à terme, mais c'est un projet que le temps que j'acquiert suffisamment, par exemple, d'expérience sur la natation et le vélo, je me dis d'ici 2-3 ans, voilà, s'il part de très loin, mais si c'est se dire, j'essaye d'en faire un avant la fin de l'année parce que c'est mon objectif et que il est vraiment ric-rac et il n'a pas forcément de passé sportif, ça me paraît pas raisonnable. Du coup, il n'y a pas vraiment, malheureusement, de réponse à donner. Ouais, et puis il a 19 ans, il est très très jeune encore. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que moi je constate en discutant avec les coureurs, notamment quand on peut les rencontrer. C'est qu'il y a toujours beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie et beaucoup d'impatience peut-être quelquefois. Et la vie, elle est longue. On a le temps. La carrière d'un coureur, elle est très très longue. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout son temps, mais en tout cas, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se précipiter. Et quelquefois aussi avoir des rêves, des envies, ces moteurs. Et c'est intéressant d'utiliser ces moteurs avec des étapes. Par exemple, il peut faire déjà un triathlon M, peut-être un half Ironman, avant de se lancer tout de suite dans le but ultime. La vie, elle est longue. On a besoin de moteurs, on a besoin de rêver aussi parce que c'est ce qui rend la vie belle. Il y a cette citation moi, que j'aime bien, mais qui dit qu'il y a 2 tragédies dans la vie. Hein. C'est de ne pas réaliser ses rêves et c'est de les réaliser trop tôt. Parce qu'après, c'est compliqué de trouver de la motivation au quotidien. Donc, tu as le temps, pas Sharon. À partir du moment où, de toute façon, on a toujours le temps. À partir du moment où tu n'es pas en EHPAD et qu'on te sert à manger et qu'on t'emmène faire ta toilette, a priori, tu peux tout faire dans la vie. Donc, voilà, tu as le temps, ne te précipite pas et savoure les choses. Et voilà, prends ton temps. On le disait tout à l'heure, on est quand même face à un gros manque de visibilité au niveau des compétitions en ce moment. Et du coup, on a une question de Thierry Cantard qui se demande et qui vous demande comment se préparer correctement avec des dates de compétition qui changent tous les 4 matins ou qui sont incertaines. Excellente question. Ça, c'est une excellente question que beaucoup se posent. Mais moi, le premier. C'est vraiment le grand défi de la période actuelle. Et très honnêtement, je ne veux pas décevoir Thierry. Il n'y a pas de solution miracle. Parce que c'est très lié aussi à la personne. Certains, moi je vais prendre en référence le groupe d'athlètes que j'entraîne, certains sont pourtant quand même des athlètes de haut niveau, sont dans l'incapacité de s'entraîner réellement, vraiment durement, donc ils sont purement sur de l'entretien. Quand on y verra plus clair, on reprendra vraiment l'entraînement dur entre guillemets. Mais pour l'instant, je m'entretiens pour pas trop perdre parce que je ne peux pas, je peux pas aller au charbon comme ça. D'autres, à l'inverse, voilà. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait de compétition ou pas compétition, bah, ils y vont, ils vont au turbin et ils envoient les watts comme on dirait en cyclisme. Voilà, donc moi je dirais il faut déjà se questionner sur ses motivations profondes. Voilà, c'est ça qui fait la différence. En tout cas, moi, c'est ce que j'identifie comme un des éléments différenciants dans la manière qu'ont les athlètes et les coureurs et les coureuses finalement d'appréhender cette période particulière, c'est quelle est la motivation. Si la motivation elle n'est liée qu'à un championnat, qu'à une performance, comme ça peut être le cas pour certains, et ce que je peux entendre évidemment, et là-dessus moi j'ai aucun souci, ça va être plus compliqué de se dire bah, je m'entraîne quand même. Si la motivation elle est liée à une approche dépassement de soi et entre guillemets un amour de la course entre guillemets absolu, ça va être un peu plus facile d'y aller. Après, moi, ce que je conseille vraiment, c'est de rester quand même sur une période un peu générale à l'heure actuelle. Avec un entraînement qui est assez varié, où on va un peu tout aborder, à la fois évidemment l'endurance qui constitue la base, quelle que soit la période, mais du travail de VMA vitesse, du travail au seuil, et voire même pour les marathoniens, des séances régulières à l'allure cible. Voilà.
tant qu'on n'a pas plus de perspectives sur vraiment ce qui va pouvoir arriver. Parce que voilà, on peut tenir la corde, et c'est ce qu'on a fait durant la période de confinement pendant 1, 2, 3 mois. Mais là, ces 1, 2, 3 mois commencent à se prolonger, et même si on a des dates qui ont été reconfirmées pour la rentrée, on sait qu'elles vont quand même être sujettes à caution. Donc voilà, il faut aussi, de manière très honnête, établir sa capacité à encaisser un nouveau coup dur. Entre guillemets, quand je dis coup dur, c'est un nouveau report, une nouvelle annulation de la course ou de l'objectif sur lequel on se préparait. Si on sait que de toute façon ça nous glissera dessus, on peut se relancer dans une vraie prépa. Mais se relancer dans une vraie prépa, par exemple sur marathon pour l'automne, alors qu'on sait qu'en cas d'annulation ça risque de tout foutre en l'air, autant rester prudent et de plutôt capitaliser sur une période générale, et de se projeter une fois que les choses seront sûres et certaines. Mais pour ça, il faut réellement être honnête avec soi-même et se dire, voilà, si tout tombe à l'eau, comment je vais le vivre, et si on sait que voilà, ça va, ou comment va le vivre mon entourage, parce qu'on sait que sur certaines préparations, c'est chronophage et que ça implique l'environnement. Il faut bien prendre tous ces éléments en compte, et aussi faire son plan d'entraînement en fonction. Et alors du coup, pendant cette période, on a aussi vu émerger beaucoup les courses virtuelles, ce qui m'amène à la question de Jules Duhart, qui vous demande si vous pensez que ces courses virtuelles sont en train de devenir l'avenir des compétitions. Non. 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 Sans appel. Non, moi c'est sans appel. Après, il y a même pas. Les courses virtuelles, c'est un nouvel outil qui est donné par la technologie, qui est un outil hyper intéressant dans certains cas, dans certains types, dans certaines situations comme là ce qu'on vit en ce moment. Après, pour moi, c'est pas du tout possible de les mettre en opposition ou en comparaison avec les courses réelles, quoi. Pour moi, il y a pas match, quoi. Voilà, c'est clair, c'est clairement ça. Il n'y a pas du tout match. Et quand moi je dis non, c'est pas l'avenir des compétitions, c'est entre guillemets, c'est pas contre évidemment ces courses virtuelles qui ont rempli un rôle et qui continuent à le remplir dans cette période si particulière. On peut pas avoir les courses physiques, mais la compétition, la confrontation, le dépassement de soi passe aussi par la rencontre avec l'autre, et aussi c'est tous ces moments de convivialité qu'on a sur les courses, et c'est pour ça qu'on aime courir. Donc effectivement, comme le dit Guillaume, c'est un très bon outil, entre guillemets. Ça permet aussi à certains, et ça fait un petit lien avec la question précédente, de garder un peu de motivation, à se dire voilà, au moins. Mais en soi, finalement, je dirais, c'est pas tant une nouveauté que ça. Elles ont pris plus d'ampleur, mais il y a certaines applications running qui avaient déjà, notamment, je les citerai pas, mais sur certains segments faisaient des classements ou les fameuses com sur certaines applis qui en soi constituaient déjà des courses virtuelles. Donc c'est pas non plus il faut pas non plus faire croire que c'est une nouveauté absolue. Elle prend plus d'ampleur, c'est sûr, ça se développe, mais c'est quelque chose qui existait déjà. Mais on l'a vu, ça existait déjà, mais pourtant les athlètes, les coureurs, les coureuses ont besoin de se retrouver ensemble pour partager ce moment de dépassement, ce moment festif. Donc ça ne sera jamais pour moi les courses de l'avenir. Par contre, ça peut être un complément de façon agrémentée, latente, et les entraînements. Ça, il n'y a pas de doute. De toute façon, on est dans un monde quand même qui est de plus en plus digitalisé, qui est de plus en plus numérique. Il faut garder ces moments de rencontre, ces moments de convivialité. Tu vois, il y avait un article récemment qui est passé qui expliquait pour les marques, pour les annonceurs, pour les sponsors, que finalement vous aviez plus de visibilité sur les courses virtuelles. Si après l'enjeu c'est juste de montrer un logo, je pense que non, c'est pas ça l'enjeu pour une marque. L'enjeu pour une marque, c'est créer du lien, c'est créer un contact direct, de pouvoir être aux côtés dans le réel, dans le physique. Donc c'est ça qui est fort et c'est ça qui a de la valeur. Donc je pense que c'est pour ça que je faut pas, à mon avis, je suis organisateur de cours, je m'inquiéterai pas plus que ça, quoi, en tout cas. Ok. Alors question nutrition. On a eu un petit teaser tout à l'heure sur le sans gluten, mais on va y revenir. J'ai une question d'Elia03 qui me demande ce que vous pensez du régime sans gluten en course à pied. Alors dans l'absolu, j'en pense rien. Mais en fait, il faut savoir pourquoi on adopte un régime sans gluten. Est-ce qu'on est allergique? Ce qui est très rare. Les personnes qui sont réellement allergiques au gluten sont très rares, ça existe, c'est très rare. Est-ce qu'on est intolérant? Ça, c'est un peu plus fréquent. L'intolérance, notamment au gluten, on va dire,
entraîne notamment des problèmes au niveau intestinaux. Alors, il faut savoir que le gluten, juste pour un petit rappel très rapide, c'est une protéine qui est présente dans les céréales, notamment de blé, mais pas que de blé. Et un vrai régime sans gluten est très difficile à suivre parce qu'il ne faut pas simplement ne plus manger de pâtes, c'est tout ce qui contient des céréales qu'il ne faut plus manger, donc pâtes, pain, les biscuits, les gâteaux. Enfin, les personnes qui suivent réellement un régime sans gluten sont souvent les personnes allergiques, très concrètement, ou qui ont des intolérances très fortes. Alors, il y a eu toute une vague qui laissait penser que finalement, le régime sans gluten était favorable à la performance. Alors, le seul cas qui a vraiment, entre guillemets, été étudié, c'est l'équipe de cyclisme professionnel Cofidis qui avait adopté ce régime durant une saison et avait remarqué des améliorations. Mais là, on est sur une équipe professionnelle et à savoir que sur les sports d'endurance, dans le cyclisme, comme dans la course à pied, on a beaucoup de problèmes intestinaux. Les intestins sont très irrités et le gluten notamment accentue, c'est ça, enfin, accentue un peu ces irritations. Donc le fait de se priver de gluten peut un peu améliorer cet inconfort et les problèmes intestinaux qu'on peut avoir. Après, souvent, on a des cas de personnes qui vont vous dire « Ah bah moi, depuis que j'ai adopté un régime sans gluten, j'ai des grosses perfs ». C'est un peu comme tous les régimes un peu contraignants. C'est souvent que lorsqu'on suit ce type de régime, on va faire beaucoup plus attention à son alimentation. Donc, est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de gluten dans votre alimentation ou est-ce parce que finalement, du fait de ce régime, vous avez bien rééquilibré votre diététique, que vous êtes performant? Ça, c'est difficile à savoir en fait. Donc, concrètement, très honnêtement, il n'y a pas d'indication, en tout cas sur les différentes études qui ont pu être menées, à dire adopter un régime sans gluten, ça va favoriser votre performance. À l'inverse, il n'y a pas de contre-indication non plus. Donc, si vraiment vous souhaitez le suivre, pour des problèmes personnels, suivez-le. Du coup, ça va vous amener à varier et à être plus attentif à votre alimentation. Et donc, certainement, vos performances vont s'améliorer. Ça, c'est quelque chose que... Les régimes, c'est vraiment un sujet... Et ça aussi, je pense que c'est l'essor des réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure. Faut savoir... Alors moi, je l'ai constaté, ce que tu as dit, par exemple, quand j'ai fait 93 jours le régime végétarien, donc en podcast, où effectivement, le fait d'être beaucoup plus impliqué dans ma nutrition m'a donné cette impression de surperformance, ou en tout cas peut-être de surinterprétation de certains régimes. Mais il y a eu énormément de modes. Il y a eu la mode du régime paléo, souviens-toi. Il y a eu la mode du régime sans gluten, végétarien, vegan. Cétogène maintenant, qui vient en force. Et je pense que voilà, il y aura systématiquement ces modes-là. Et d'ailleurs, des fois, c'est même un peu embêtant parce que sur les réseaux sociaux, moi, faut savoir que, je sais pas, je vous donne un exemple, mais je vais photographier en train de boire un verre de lait. Je vais avoir 5 messages de personnes qui disent mais t'es fou, tu bois du lait, tu te rends pas compte. Il y a des gens qui supportent pas le lait, il y a des gens qui le supportent très bien, c'est mon cas. Moi, une vie sans pâtes, c'est pas une vie qui m'intéresse. Je suis italien, je peux vous dire que ne plus manger de pâtes, ça ne m'intéresse pas. Là, il y a même pas débat. T'as bien raison. Je pense que on a beaucoup trop mis les pâtes au centre de l'alimentation de la course à pied, parce que on a fait un peu, voilà, un coureur doit manger que des pâtes et ça a eu des conséquences terribles parce que c'est pas du tout ça et c'est beaucoup plus compliqué. Mais aujourd'hui, il y a des croyances qui sont très fortes. Je sais pas, même par exemple, moi récemment, j'ai encore eu une personne qui m'a dit que j'étais inconscient parce que je faisais cuire mes légumes. Tu vois, je veux dire, en fait, systématiquement, tu auras toujours aujourd'hui des gens qui vont... c'est des dogmes, en fait, limite, aujourd'hui. Et c'est là où tu vois que c'est plus rationnel et que ça devient quand même assez embêtant. Il faut quand même avoir ce regard un peu... Et voilà, les gars, calmez-vous un petit peu de temps en temps avec tout ça. Essayez de voilà, c'est pas une religion, la nutrition. Faut quand même le repréciser quelquefois. Ok, très bien. Alors, retour au podcast. On arrive dans les dernières questions. J'en ai une de Michael Tiburski qui souhaite savoir si vous allez proposer des produits dérivés dans la tête d'un coureur, type t-shirt, mug, poster, photo. Une photo de Fred. Ça, c'est bien en cadre pour mettre au-dessus du lit. Grandeur nature. Je pense que je serais un peu mal à l'aise là. Non, mais alors, c'est bien qu'on puisse en parler dans le podcast parce que on a pas mal de messages et on répond toujours. Donc, pour répondre une fois pour tout à ça. Alors oui, il y a tout ce qui est mug, des t-shirts. Donc, des fois, quand on en a nous des mugs à nous, on en a fait gagner quelques-uns dans le podcast. On ne les propose pas encore à la vente, tout simplement parce qu'il y a des soucis logistiques
pouvoir envoyer, gérer des colis, ça demande du temps. Il y a aussi de pouvoir trouver des impressions qui correspondent, peut-être fabriquées en France. Ça, c'est quelque chose qu'on est en cours, qu'on va proposer bientôt. Ça prend du temps parce que c'est pas notre métier premier d'être des logisticiens ou des fabricants de produits dérivés. Mais moi, j'aime bien quand j'ai des podcasts, j'ai des mugs de podcasts que j'aime bien. Voilà, quand on va voir un concert, on aime bien repartir avec son t-shirt. C'est quelque chose que moi j'aime bien, donc que j'ai envie de proposer aussi au podcast, c'est aussi un moyen aussi de pouvoir proposer aux gens de nous soutenir de manière très simple. Donc voilà, après c'est juste qu'il faut qu'on ait des beaux produits, des produits de qualité et bien acheminés dans les bonnes conditions pour pas que ce soit déceptif. Donc on va essayer de le faire. À suivre alors. Prochaine question de Tess Vico. L'expertise scientifique et technologique est-elle l'avenir de l'entraînement par rapport au traditionnel ? Fred, je crois que c'est pour toi. Je dirais en fait que l'expertise scientifique et technologique a toujours été un élément de l'entraînement. Il n'y a pas une vieille méthode d'entraînement sans faire appel à l'expertise scientifique et technologique, et une nouvelle où elle serait présente. Alors évidemment, tous les outils, notamment technologiques, ont énormément évolué au cours des 10-15 dernières années, mais il y a même un siècle, il y a 100 ans, les entraîneurs, ils faisaient pas ça au doigt mouillé. Et voilà, ils avaient leur étude, leur niveau de connaissance. La physiologie du sport a fait d'énormes progrès au XXe siècle et en ce début de XXIe siècle, c'est indéniable. Les outils qu'on a pour avoir un certain nombre d'informations ont fait énormément de progrès également, mais ça a toujours été des éléments qui ont été partie intégrante de l'entraîneur. Très concrètement, vous n'avez aucun grand entraîneur de l'histoire de l'athlétisme et même de l'histoire du sport en général qui a juste fait ça sur une forme de dogme. Il faut entraîner comme ci, comme ça. À chaque fois, on a testé en fonction des connaissances du moment. On a essayé d'évaluer ce qui était le plus pertinent et on est arrivé. C'est exactement ce qu'on fait, sauf que là, on est un peu plus aidé. Après, il ne faut pas non plus, à un moment, je trouve que tous ces outils prennent le pas sur l'expertise humaine de l'entraîneur. On le voit et c'est un peu... voilà, c'est pas le jugement des réseaux avec tout ce qu'on dit dans ce FAQ, puisqu'on est très présent sur les réseaux et ça fait partie des outils importants. Mais avec le développement des réseaux, on voit aussi les experts autoproclamés, alors qui sont certains très brillants, moi j'en suis sur la théorie, mais concrètement entraîner c'est pas de la théorie, c'est de la pratique de terrain avant tout. Donc moi des fois j'ai des échanges avec des gens qui m'envoient oui j'ai vu ci, j'ai vu ça, ouais, ou moi j'ai appris ci, j'ai appris ça, ouais, mais concrètement dans ton groupe d'entraînement avec les gens que tu accompagnes, ça donne quoi? Et la personne en fait elle n'a aucune référence à ce niveau-là. Donc à un moment, il faut bien se dire que tous les éléments techniques, scientifiques qu'on peut avoir ne sont que des aides, mais des aides à une pratique de terrain, une pratique humaine. Et ce sont finalement, entre guillemets, que des moyennes qui peuvent être révélatrices. Mais finalement, après, chaque être humain est différent. Et chaque être humain réagira différemment à différents stimuli, notamment par rapport à l'entraînement. Est-ce qu'il faut... Alors là, par contre, où je vois une réelle différence avec peut-être la manière d'entraîner ou de concevoir l'accompagnement à la performance, quelle qu'elle soit, avec avant, on va dire, avec le traditionnel, c'est le fait qu'on est dans des... Voilà, l'entraîneur, ce n'est qu'un maillon. L'entraîneur pur et dur, on va dire comme moi. Maintenant, il y a les nutritionnistes diététiciens, il y a les préparateurs physiques, il y a les coachs mentaux. On en discutait dans l'interview qu'on a eue avec Ladji. Même il y a 10 ans, avoir recours à un préparateur mental, c'était une faiblesse, c'était mal vu. On voit que les choses, elles ont énormément évolué. Et ça, c'est plutôt, moi, la grosse différence. C'est pas tant les outils technologiques qui ont toujours été présents, alors qu'ils étaient moins développés à une époque, mais qui ont toujours été présents. Mais par contre, c'est tout l'environnement
qui accompagne l'entraîneur et l'athlète qui, lui, a fortement évolué et qui, lui, à mon sens, est beaucoup plus porteur d'amélioration des performances. Il faut pas, et encore une fois, il ne faut pas mettre en opposition anciens et nouveaux. Et de toutes les manières, tu as souvent les deux cas extrêmes. Hein. L'entraîneur qui va te dire « moi j'entraîne à l'ancienne parce que voilà, dans mon temps, les mecs, ils en avaient, ils s'arrachaient, moi c'est voilà, l'entraînement à l'ancienne. » Ou le mec qui va te dire « moi c'est l'entraînement ultra moderne, ultra… Tu vois, il y a ça aussi, hein, tu peux voir, hein, les experts scientifiques, chercheurs en sciences et machin, qui font des super sites internet, qui t'ouvrent la maison super machin pour le coureur et tout. Finalement, quand tu regardes dans le détail, ils entraînent très peu d'athlètes qui performent. Et c'est que du déclaratif, tu vois. Donc, quelquefois, est-ce que ça vient pas aussi mettre un enrobage ou un espèce de vernis, un espèce de cache-misère pour derrière tu vois, donc, moi, je m'interroge sur ça souvent quand les personnes se disent « moi, je suis que trop nouveau ou trop ancien ». C'est là où, à mon avis, il faut se dire il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, quoi. Parce qu'on en voit des experts super scientifiques de la technologie de la NASA, avec des méthodes de trucs révolutionnaires et hyper modernes. Les mecs, dans leur groupe, ils ne performent jamais, quoi. Pour moi, vraiment, l'élément caractéristique d'un entraîneur, c'est sa capacité à être sur le terrain, à avoir son expérience sur le terrain. Et on le voit aujourd'hui avec des athlètes. Fred, tu dois le constater tout le temps. Tu mets la même séance à 3 athlètes différents, le même programme d'entraînement, ils vont tous réagir différemment. Parce que l'humain est encore hyper complexe et il y a des choses, la théorie, ça ne marche pas. N'importe qui fait de la théorie, si vous faites de l'architecture en théorie, si vous faites de la plomberie en théorie, de l'électricité en théorie, quand vous allez sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence. C'est la différence du terrain. Donc c'est pour ça que je me dis, les gens qui sortent de l'école, machin, et ci et ça, et qui tout de suite se mettent à coacher des gens et se revendiquent les meilleurs experts dans leur domaine, je suis un peu curieux. Pour moi, ce qui compte, c'est vraiment l'expérience et le terrain, vraiment. Bon, voilà messieurs, c'est tout pour moi. Ça a été un plaisir, encore une fois, de faire cet épisode FAQ avec vous. Le plaisir est partagé. C'est toujours agréable de pouvoir répondre aux questions des auditeurs et des auditrices. C'est le moment de se dire au revoir. C'est vrai que ça fait bizarre. C'est un peu comme, tu sais, à la fin de l'école où tout le monde fait ses adieux et se donne rendez-vous à la rentrée en septembre. Eh bien, il y a plus qu'à remercier vraiment tous nos auditeurs et auditrices d'avoir été aussi fidèles, de nous suivre pour certains depuis les tout premiers épisodes. Et vraiment, ça nous fait chaud au cœur de pouvoir créer cette relation privilégiée avec vous. Et aussi aux nouveaux auditeurs qui nous ont découverts sur la saison 2 parce qu'on a battu des records d'audience sur cette saison et c'est formidable. On va continuer à travailler et à essayer de vous surprendre et à vous accompagner dans votre sport, dans votre passion pour vous aider à vous améliorer. Donc voilà, on va travailler pendant les vacances, on ne va pas se reposer parce qu'on va écrire et réfléchir aux émissions de demain. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram ou en vous inscrivant à la newsletter parce qu'on va diffuser des articles cet été, comme je vous avais dit en début de podcast, des sujets légers pour la plage, mais c'est bien aussi des fois d'avoir des sujets un petit peu plus rigolos, un petit peu plus fun et après des dossiers un petit peu plus sérieux. Voilà, mais en tout cas, on va rester actifs cet été sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. Reposez-vous, le repos c'est essentiel et je vous dis à très vite. Je vous souhaite de belles vacances, profitez bien, prenez le soleil. Merci beaucoup, bonnes vacances à toi et bonnes vacances à toutes et tous. À bientôt.